C'est parti. Alors bonjour à tous et à toutes, hein, Paul-Emmanuel Bidault, donc fondateur de d'Astra. Certains de vous me connaissent déjà. Donc nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui de recevoir donc Nathalie Damiano et Benjamin Martin Tardiva, qui sont spécialistes aussi du RGPD, qui proposent une offre de DPO externe mutualisée. On va en parler, hein. Et qui ont donc une expérience significative dans la gestion de la conformité RGPD pour les professions médicales. Et aujourd'hui, on voudrait vous proposer ces webinars, ce temps de réflexion, d'échange, pour se concentrer finalement sur ce sujet assez négligé, je pense, de la gestion de la conformité RGPD et respect de la vie privée pour les professions médicales, mais en libéral. Voilà, ça va être vraiment la spécificité de notre échange aujourd'hui, puisque, comme vous le savez peut-être, les professions libérales dans la santé sont un peu souvent les parents pauvres, hein, de l'informatique. Ils ont peut-être certains outils, on va en parler. Je pense à Doctolib, je pense à un certain nombre d'autres systèmes, mais ça ne les dédouane pas de réaliser un certain nombre de sujets, surtout que la réglementation est assez précise et je dirais même parfois un peu touffue, hein, sur ce sujet. Il y a énormément de réglementations différentes. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'en parler ensemble. Donc sans plus attendre, je peux peut-être vous laisser vous présenter, Nathalie et Benjamin, pour juste poser un petit peu le contexte, vous présenter et que nos auditeurs sachent un petit peu qui vous êtes. Je vais prendre la parole en premier, donc Nathalie Damiano. Je suis avocat, je suis titulaire d'un master spécialisé en protection des données personnelles. Je fais de la protection des données depuis très longtemps, puisque la première loi française date de 1978. Et j'ai également d'autres diplômes concernant la protection des données que je fais naturellement au quotidien. Benjamin, c'est à toi. Benjamin Martin Tardiva, je suis avocat au barreau de Paris. Je travaille particulièrement la propriété intellectuelle et du fait des questions qui m'ont été posées depuis plusieurs années par des clients. Je me suis intéressé aux données personnelles, repassé un diplôme comme Nathalie, et avec Nathalie, nous travaillons sur les dossiers de mise en conformité au RGPD, qui est, comme on va le voir lors de cette présentation, un domaine de plus en plus prégnant et de plus en plus actif du fait des condamnations qui sont aujourd'hui, on va dire, et je vais employer un mot un peu choquant, distribuées par la CNIL depuis quelques mois et qui touchent bien évidemment aussi les professions libérales de santé. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet des professions libérales en santé. Ils ont un certain nombre de spécificités. Donc aujourd'hui, le plan, hein, de notre échange, évidemment, vous pouvez interagir. Si vous souhaitez nous poser des questions dans le chat, on serait ravis de les prendre. On a la chance d'être pas très très nombreux ce matin, donc c'est bien, on va pouvoir répondre à vos questions en détail. Donc on vous propose peut-être un bref rappel. On sait que vous êtes, pour la majorité d'entre vous, déjà au fait, hein, du RGPD, mais on voudrait juste rappeler un petit peu, pour commencer, les grands principes. Ensuite, faire le focus sur l'ensemble de la réglementation qui s'applique s'agissant des données pour les professions médicales en libéral. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Ensuite, on voudrait vous proposer donc quelques conseils s'agissant des outils pour les professions libérales, comment s'assurer, hein, de cette conformité et enfin, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est, profession médicale en libéral? C'est un peu le plan d'aujourd'hui, sachant que je précise que nous n'avons pas la réponse à tout, bien évidemment. Il y a beaucoup de questions qui se posent, sur ce sujet, voilà. On va essayer de couvrir un maximum de cas aujourd'hui, sans forcément avoir toujours la réponse. Donc c'est vraiment, voilà, un objectif, c'est de réfléchir ensemble. C'est l'objectif de ces webinars pour, essayer d'apporter, finalement des pistes de réflexion et des idées d'action pour la suite. Alors, sans plus attendre, je vais passer, la main peut-être à Benjamin pour rappeler, en quelques lignes finalement, voilà, qu'est-ce que c'est que les Alors, RGPD pour les professions médicales en libéral? alors, quelques lignes vont être transformées en quelques paroles. Je voudrais juste rappeler
les grands principes de la protection des données, il faut savoir que d'un point de vue historique, la France est particulièrement attachée et sensibilisée à la protection des données personnelles, du fait d'un certain nombre de principes fondamentaux qui ont été inscrits dans la loi, et ce depuis la Déclaration des droits de l'homme et bien évidemment le Code civil de 1804. Dans l'article 9 du Code civil, il y a inscrit le respect au droit à la vie privée. C'est un des principes fondamentaux et une des pierres angulaires des droits que nous avons et qui nous ont été conférés, que ce soit par la Déclaration des droits de l'homme, encore une fois, et la Constitution. Et c'est quelque chose sur lequel la France a été particulièrement en avance. Elle a été en avance parce que nous avons été notamment à la pointe de ce qu'on appelle la photographie judiciaire. C'est M. Bertillon qui, à la fin du 19e siècle, a mis en place un système qui permettait de suivre, de catégoriser les individus qui étaient susceptibles de commettre des crimes et qui donc étaient fichés dans un système centralisé. Ce système-là, Bertillon l'a mis en place, c'est ce qu'on appelle le bertillonnage, et il sera d'ailleurs en vigueur jusque dans les années 1970. Donc de 1870 à 1970, l'identité judiciaire va fonctionner avec un système de fichage. Système de fichage qu'on retrouve malheureusement pendant la Seconde Guerre mondiale, où la mise en place de fichiers vont permettre de recenser des individus selon leurs opinions politiques et bien évidemment leur confession religieuse. Tout ceci amène à, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, à une certaine sensibilisation de la population française, et notamment par le scandale dont Nathalie pourra peut-être vous dire quelques mots aussi tout à l'heure, sur le scandale qu'on appelle le scandale Safari, dans les années 70, qui était un projet mené par l'État de centraliser l'ensemble des données concernant les individus, les citoyens français, dans un seul et même fichier. Ceci a été dénoncé par la presse, et notamment dans un article assez célèbre maintenant du Monde. Ça posait deux questions, ce fichage généralisé et cette centralisation. Ça posait des questions de sécurité, de respect de la vie privée. C'est pour ça qu'en France, dès les années 70, on a mis en place donc la loi informatique et liberté, la première loi, c'est la loi de 1978, qui est le grand système français qui va faire des émules à travers l'Europe avec différentes législations assez disparates à travers les différents pays membres de l'Union européenne. Et bien évidemment, dès la fin des années 2010, avec l'arrivée du commerce électronique, de l'Internet, de l'ensemble de ces partages facilités de données personnelles, la réflexion au niveau de la Commission européenne d'une législation harmonisée tendant à protéger et à mettre au centre des droits fondamentaux la protection des données personnelles. C'est comme ça que nous arrivons au règlement général sur la protection des données. Ce règlement sur la protection des données, ce règlement général sur la protection des données, le RGPD, pour nous, Français, c'est pas de nouvelles règles. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà du fait de la loi de 78. Mais elle met bien 4 axes très forts en place, à savoir le renforcement du droit des personnes, avec le point cardinal qui est le consentement. Elle met en place la responsabilisation des acteurs, et là, même pour nous, Français, c'est assez novateur, puisque nous sommes dans une obligation de pouvoir démontrer la mise en conformité. Autrement dit, aujourd'hui, il vous est demandé, en tant que professionnel qui gérez des données personnelles, d'être capable de justifier de votre compliance. C'est une harmonisation au niveau communautaire, c'est un règlement communautaire, ce n'est pas une directive, c'est un règlement qui s'applique à tous, dans tous les pays de l'Union européenne. Et c'est bien évidemment, et ça nous en discuterons un peu plus tard, le renforcement des sanctions, avec des sanctions qui sont assez élevées, puisqu'on peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, ou 20%, ou 20 millions d'euros. Alors effectivement, ce type de sanctions-là, 4% du chiffre d'affaires mondial, ça fait tout de suite très peur et ça fait penser aux GAFAM. Mais il faut bien savoir qu'il existe aussi des sanctions qui sont appliquées aux professions de santé, aux médecins. On l'a vu récemment
avec des sanctions qui sont relativement lourdes, qui sont existantes, qui sont mises en œuvre, et une attention particulière de la CNIL. Paul-Emmanuel, on peut peut-être passer à la suivante. Oui, et d'ailleurs, la première question que j'ai finalement, puisque on a parlé du RGPD, c'est intéressant. Je connaissais pas moi le sujet du bertillonnage, qui, je pense, est un sujet en soi. Donc, quand il s'agit des professionnels de santé en libéral, donc le RGPD est une loi, mais elle n'est pas la seule. Peut-être avant de détailler ces différentes lois, est-ce que vous pouvez nous préciser, pour vous, qui sont ces professions de santé en libéral? De qui parlons-nous, en fait, précisément ici? Nathalie? Alors, les professionnels de santé en libéral, ils sont très nombreux. En fait, ils sont tous les professionnels qui interviennent sur la chaîne de la santé d'une personne. Donc, on commence effectivement par le médecin, parce que quand on a un problème, on va voir le médecin, on va voir le dentiste, on va chez le kiné, on peut aller chez l'orthoptiste, ce sont j'ai envie de vous dire, aussi des paramédicaux, le kiné, l'orthoptiste, le psychomotricien ou la psychomotricienne, les psychologues qui ne sont pas des médecins, puisque les médecins sont des psychiatres. Donc tous ces acteurs de la chaîne sont concernés, et c'est vraiment tous les acteurs de la chaîne médicale ou du parcours de soins. Et le mot libéral est important. Est-ce qu'on inclut également là-dedans tous les acteurs de type pharmacien, Absolument. opticien, donc potentiellement, Absolument. ce sont des milliers et des milliers de gens, hein. Oui, puisque les pharmaciens ont à connaître des pathologies, finalement, des personnes qui viennent dans leur officine avec une ordonnance. Donc, quand on lit une ordonnance et qu'on est pharmacien, on situe à peu près la pathologie dont est porteuse la personne qui vient, le patient. Pareil pour l'opticien. Alors là, la pathologie, ce n'est pas non plus une pathologie extraordinaire, c'est qu'effectivement, la personne qui est en face de vous voit moins bien, est astigmate, ou alors myope, voilà. Donc voilà. Oui, et une question du chat, est-ce que ça inclut également, pardon Benjamin, est-ce que ça inclut également les soins parallèles, de type sophrologue, naturopathe? On peut aussi penser au laboratoire d'analyse. Benjamin? Oui, bien sûr que ça inclut ce type de profession. Ce qu'il faut bien prendre, enfin, il faut peut-être faire un pas en arrière. Faisons juste un pas en arrière. Prenons l'exemple du pharmacien, qui est un bon exemple, Nathalie. Quand on arrive dans une pharmacie, sauf cas particulier, on ne connaît pas le pharmacien ne vous connaît pas. Vous tendez votre ordonnance, elle contient déjà plusieurs informations personnelles, plusieurs données personnelles qui sont déjà votre nom et votre prénom. On va savoir en lisant l'ordonnance, le pharmacien, lui, va savoir exactement quel type de pathologie vous avez. Il va probablement rentrer des données dans son système, avec votre nom, votre prénom et les différents médicaments et la prescription qui vous a été donnée par votre médecin. Il a aussi le nom de votre médecin. Il va prendre votre carte vitale, il va avoir comme ça, sur ce parcours de la donnée, un nombre assez impressionnant de données à disposition. Si Nathalie, tu veux reprendre l'exemple avec un kiné, on peut reprendre et multiplier les exemples, mais on peut peut-être prendre le kiné ou une autre profession pour voir un petit peu le chemin de la donnée et effectivement les données que les professions médicales ont. Oui, alors sans aller jusqu'à la totalité du chemin de la donnée, puisqu'on va en parler un peu après, je voudrais attirer l'attention, puisque Paul-Emmanuel parlait effectivement des soins parallèles de type sophrologie, naturopathie, etc. Je voudrais attirer l'attention sur la problématique posée par les données de bien-être. Quelle est la différence ou quelle est la limite entre la donnée de bien-être et la donnée de santé? Je m'explique. On a tous, ou peut-être, en tout cas beaucoup d'entre nous, ont un capteur qui va mesurer les pas, qui va maintenant prendre la tension pour certains,
ou vous prendre la mesure effectivement des battements cardiaques, des battements du cœur, et pour même générer un ECG, un électrocardiogramme. Et qui va mesurer votre poids, qui va mesurer le nombre de pas que vous faites. Alors, vous allez me dire, le nombre de pas que je fais tous les jours, ce n'est pas une donnée de santé. Ben, si vous associez le nombre de pas que vous faites tous les jours avec votre poids, on va savoir, enfin en tout cas on aura une idée, si vous êtes plutôt un peu sportif, un peu plus sportif ou pas sportif du tout. La problématique de toutes ces données-là est une problématique très importante, puisque on a vu qu'Apple avait, il y a déjà un certain nombre d'années, puisque moi j'ai fait ma thèse sur Quantified Self, donc j'en parle vraiment parce que ça me tient à cœur. On a vu qu'Apple avait passé des contrats avec une société d'assurance. Donc sur votre téléphone, votre iPhone, vous avez le nombre de pas. Vous pouvez rentrer effectivement votre poids, combien vous mesurez, etc., etc. Et toutes ces données-là étaient transmises par Apple à la société d'assurance avec laquelle il avait contracté. Et ça a une incidence très importante, puisque si vous, après, vous êtes assuré auprès de cette société d'assurance, elle va connaître votre poids, le nombre de pas que vous faites par jour et d'autres données que vous aurez intégrées à votre téléphone, et elle va pouvoir augmenter, baisser la prime en fonction des données qu'elle a, parce que vous êtes ou pas sujet à risque. Et s'agissant des libéraux, hein, de professionnels de santé en libéraux, je ne crois pas que le point soit de dire qu'on compare, la loi compare Apple avec le kiné du quartier, mais plutôt de soulever, le fait que ces informations qui transitent forcément par ces professionnels de santé en libéraux, que ce soit des données de santé ou des données de bien-être ou les 2, elles sont importantes et en les confiant à des systèmes informatiques, voire même à des systèmes papier, hein, ou voire des bases de données ou tout simplement, une vidéosurveillance ou juste l'information dans la salle d'attente, on se rend compte que malgré tout, ces médecins, ces professions de santé en libéral, ces kinés, elles ont des responsabilités et donc moi, je pense que la première chose à dire s'agissant de ces professionnels de santé en libéral, c'est qu'il y a une grande pluralité de métiers, mais qui sont tous orientés quand même autour du soin et donc aussi potentiellement une pluralité de lois sur les données qui s'appliquent à ces professionnels. Et ce que je vous propose peut-être maintenant, vu que leur fil, c'est de faire un bref rappel sur quelles sont ces lois qui s'appliquent pour finalement se rendre compte un petit peu de l'étendue des réglementations et après qu'on se dise, mais voilà, il y en a plein, très bien, on le sait, il y en a peut-être trop, comment on fait concrètement? Donc, est-ce que vous voulez peut-être prendre quelques minutes, Benjamin ou Nathalie, pour juste nous faire un petit panorama des lois sur les données posant sur ces professionnels? Donc, je vais prendre la parole à ce niveau-là. Donc, effectivement, la législation, elle est de 3 sortes. Vous avez la législation interne, c'est-à-dire la législation française, les lois françaises. Et on peut considérer que toute la législation française autour de la santé est codifiée dans le Code de la santé publique. Vous avez également la législation européenne. La législation européenne est composée de directives, donc des directives qui sont spécifiques à des domaines. Ça peut être une directive sur les dispositifs médicaux ou autre chose. Il y a une directive sur les produits défectueux, par exemple. Et les directives doivent être transposées dans la loi nationale. Elles ne peuvent pas être appliquées et applicables directement par les tribunaux français, par exemple. Et vous avez également pléthore de codes de conduite, de codes de bonne manière, comme par exemple le serment d'Hippocrate que les médecins prêtent, comme nous, par exemple, les avocats également. On n'est pas professionnels de santé, mais on prête également un serment. Et c'est vrai que tous les codes de déontologie, les codes de conduite, eh bien, nous amènent à respecter certaines règles que nous retrouvons également dans la législation interne ou la législation européenne.
On peut passer à l'autre slide. Alors, vous avez dans la législation nationale, donc je disais tout à l'heure, le Code de la santé publique. Il y a un principe qui s'applique à tous les établissements de soins, tous les médecins, tous les professionnels de santé, tous ceux dont on vient de parler finalement, que ce soit le dentiste, l'orthoptiste ou le psychomotricien, etc. Donc, on sait que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, je vais raccourcir la définition, excusez-moi, Oui. je vais raccourcir la définition. Donc, Oui, c'est un peu long. Oui, toute personne prise en charge, c'est-à-dire tout patient, prise en charge par un professionnel de santé, a droit au respect de sa vie privée. Point. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on oublie souvent, quand on parle du privé aujourd'hui, on se dit, voilà, c'est que du RGPD, encore une nouvelle obligation qui s'impose à nous. Mais en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui est déjà présent dans la législation nationale, quoi. Moi, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que je rappelais en introduction, c'est-à-dire que c'est un principe fondamental qui déjà est dans la Déclaration des droits de l'homme. En fait, c'est pas quelque chose de nouveau. On n'est pas dans quelque chose qui est arrivé comme ça du niveau européen et qui nous a été imposé par l'Europe. C'est quelque chose qui est fondamental à notre système juridique. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Code de la santé publique reprend l'expression droit au respect de la vie privée, c'est bien parce qu'il y a une raison, c'est que c'est un principe fondamental, c'est un droit fondamental de l'individu. C'est une psychologie que nous avons qui est totalement différente, par exemple, par rapport à d'autres pays en Asie, où ce n'est pas un droit fondamental. Nous, c'est un droit, le respect de la vie privée est un droit fondamental. Il faut bien avouer que, je fais une petite parenthèse, Nathalie, pour l'explication, et il y a aussi une mention du secret professionnel dans les commentaires, ce qui est également un autre cas de figure, mais que finalement, c'était présent, mais c'est quand même pas très bien appliqué, quoi. En toute objectivité, de ma lorgnette à moi, j'ai le sentiment que c'était des grands principes qui n'étaient absolument pas appliqués. Le RGPD, enfin, entre guillemets, il nous oblige collectivement à appliquer ces principes, quoi. Pour le secret professionnel, je vais faire une parenthèse qui est tous les professionnels de santé ne sont pas soumis au secret professionnel. Il faut le savoir. Nous, par exemple, les avocats, nous sommes soumis au secret professionnel. En revanche, ça ne nous dédouane pas d'appliquer les principes qui sont donnés par le RGPD. Pareil pour les médecins, pareil pour les chirurgiens dentistes, pareil pour les pharmaciens, etc. Tout le monde n'a pas une législation, parce que le secret professionnel, c'est une obligation légale. C'est la loi qui dit les professionnels de santé tels que les médecins sont soumis au secret professionnel. Et tous ne le sont pas. En tout état de cause, il faut savoir que c'est pas parce que nous sommes soumis au secret professionnel que nous sommes dédouanés de respecter l'obligation qui est relative au règlement européen sur la protection des données. Ce n'est pas la même chose, en fait. Le secret professionnel, c'est vraiment limité à je fais attention de ne pas parler avec mon voisin du patient que j'ai reçu ce matin, de sa pathologie, de son nom, etc. Ça, c'est le secret professionnel. Si on vient me demander des informations, je n'en donne pas. En revanche, si je suis pharmacien, si je suis médecin, si je suis kiné, j'utilise par exemple un logiciel. Mon logiciel, il peut y avoir une fuite de données. C'est pas parce que je suis médecin que je suis soumise au secret professionnel que mon logiciel, le logiciel que j'utilise tous les jours, sera bien protégé et qu'il n'y aura pas de fuite de données. Attention à bien faire la différence entre les obligations issues du RGPD et les obligations issues du secret professionnel. Elles sont différentes. C'est la difficulté, je trouve, c'est de se retrouver dans cette accumulation de droits. Et donc, si on poursuit peut-être la liste un peu à la Prévert de tous les articles pour finalement compléter ce panorama, est-ce que je peux passer à la slide suivante, Nathalie? Oui. Donc, on passe pour le coup à d'autres exemples, comme Oui. l'hébergement des données de santé. Alors, l'hébergement des données de santé, là aussi, c'est quelque chose qui est très important. Alors, c'est
à la fois codifié dans la législation française, hein, c'est l'article L 1111-8 du Code de la santé publique, donc c'est une obligation légale française, et c'est aussi une obligation qui est issue, alors pas tout à fait de la même façon par le RGPD, puisque le RGPD nous dit les données que vous recueillez de vos patients, de tout le monde, hein, là on parle des professionnels de santé, donc je parle des patients, vous devez les protéger, les sécuriser. La législation nationale va beaucoup plus loin, puisque la législation nationale nous dit les données de santé, donc les données que vous hébergez, vous devez les héberger chez un hébergeur agréé, certifié, qui est donc capable de sécuriser vos données de santé. Et l'agrément, la certification est donnée à des hébergeurs. Alors, je peux citer un exemple, Atos, par exemple, qui est hébergeur de données de santé, OVH, également agréé, certifié. Et effectivement, ils sont soumis à des contraintes de sécurité énormes pour recevoir l'agrément, et ça a un coût, il faut le savoir. Donc, ce que je veux dire quand je parle de l'hébergement des données de santé, c'est attention, il y a des médecins libéraux, des kinés qui ont un ordinateur, qui ont un fichier Excel avec leurs patients, qui notent les pathologies. Ils n'ont pas tous de logiciel métier, donc ils notent les pathologies, etc. Et les données restent dans leur ordinateur en local, ou les données sont sur un cloud qui n'est pas forcément agréé hébergeur de données de santé. Donc il y a un vrai problème. C'est tout le courant finalement, du secteur informatique, hein, qui lui a les moyens quelque part de sécuriser. Chose qu'un professionnel de santé en libéral, à l'époque, moi j'en connaissais, qui faisait des bases Access pour gérer leurs patients. C'est assez courant, en fait, même encore aujourd'hui. Et on se rend compte que, bah oui, on ne peut pas à la fois être grand professionnel de la santé et un grand professionnel dans l'informatique en même temps. C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle il y a des choses à faire attention, donc comme cela. On continue peut-être, puisqu'il y a beaucoup d'articles, on a voulu vraiment citer un maximum. Pour aller un peu vite, peut-être Nathalie, je te laisse Oui. avancer. Donc, alors, il faut penser, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, sur l'hébergement des données. On a une obligation de durée de conservation du dossier médical de 20 ans. Bon, donc, pendant 20 ans, il faut conserver les données. Donc, 5 ans, effectivement, sur éventuellement la base active, c'est-à-dire la base que vous utilisez tous les jours, et puis après, il faut archiver 15 ans. La durée de conservation, c'est une obligation légale, pareil, encore une fois, et c'est une obligation qui est régie aussi par le RGPD, parce que le RGPD dit attention, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec vos données, la conservation de vos données. Vous ne pouvez pas les conserver plus longtemps que, et le plus longtemps que nous ramène à l'article 112-7 du Code de la santé publique qui nous dit 20 ans. Voilà. Donc, il faut conserver pendant les durées légales de conservation. Et si la loi ne nous donne pas de durée, eh bien, il faut essayer de trouver une durée qui soit en adéquation avec les données que vous avez collectées, ce que vous en avez fait et les raisons pour lesquelles vous voulez les conserver. Et encore faut-il savoir depuis combien de temps on possède les données. Alors ça, alors c'est pas attention, toujours évident. le 20 ans commence à compter de la dernière prescription, la dernière intervention, si c'est un kiné ou quelqu'un d'autre. C'est vraiment à compter de la dernière prestation, je dirais. Alors, une question dans le chat de Azir Bouzid. Est-ce que l'hébergement agréé est aussi pour les professionnels de santé libérale? Alors, je vais répondre, c'est simple, oui, mais, c'est marrant, il y a toujours un mais. C'est toujours comme ça le droit, hein. C'est une réponse et un mais. C'est un principe et une exception. Oui, mais vous avez, enfin, a priori aujourd'hui, quasiment tous les professionnels de santé ont un logiciel métier, ne serait-ce que Doctolib, hein, qui va gérer les rendez-vous, etc. Les logiciels métiers, a priori, je dis bien a priori, sont tous alors en SaaS,
c'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par Internet pour vous connecter à votre logiciel métier. Et l'hébergement des données se fait par un hébergeur agréé, puisque les logiciels métiers sont hébergés en SaaS. Alors, mais oui, bien sûr, tout simplement parce que, pour répondre à la question, oui, tout simplement parce que les données de santé sont des données qui sont qualifiées de sensibles par le RGPD, qui sont en général interdites de collecte, sauf cas particuliers. Vous êtes naturellement, en tant que professionnel de santé libérale, des cas particuliers, donc vous pouvez collecter, hein, c'est votre j'ai envie de vous dire, votre métier. Donc oui, il faut les héberger sur une plateforme qui soit agréée. Voilà. Alors, on a beaucoup d'autres exemples de réglementation, de législation sur le sujet. Au-delà du RGPD, on va peut-être passer, pour les lister rapidement. Vous aurez le support, de toute façon, hein, accessible et en replay. Mais c'est intéressant justement d'évoquer, au-delà de la législation nationale, il y a donc les codes de la santé publique, il y a aussi les législations européennes, avec les essais cliniques de médicaments. Donc ça concerne peut-être un peu plus les labos ou même les structures étatiques liées à la pharmacie, etc. On va aussi avoir le sujet des dispositifs médicaux. Là aussi, on a parlé des données de bien-être. C'est un vrai point. Et ça concerne tout un pan, hein, finalement, de l'économie de la santé. Hein. On n'a pas évoqué ici aussi, mais les certifications CE, hein, qui est une étape indispensable sur les dispositifs médicaux, qui comprend des volets spécifiques liés au RGPD. Et donc ça, c'est un sujet très important également. On peut citer le RGPD pour le coup, puisque tout ce qu'on a dit avant n'était pas le RGPD, c'est important de préciser. Et là-dessus, la CNIL en France a fait un travail assez remarquable, je trouve, sur les données de santé, avec notamment un référentiel qui a été destiné à la gestion des cabinets médicaux et paramédicaux. Et donc, je vous incite à aller voir ce site. On pourra mettre le lien dans les commentaires ou dans le webinaire en replay pour aller le consulter, parce que c'est vraiment la Bible s'agissant de ce sujet pour les cabinets médicaux et paramédicaux. Alors, oui. Emmanuel, je voudrais juste intervenir sur cette slide parce que c'est très important. Alors, on voit que la délibération de la CNIL date un peu, puisqu'elle date du 18 juin 2020. Et qu'on est quand même en tout cas mi-2023, donc ça date un peu, mais c'est important de voir que la seule chose qu'il faut retenir en fait de ce référentiel, outre les questions techniques qui sont traitées dans ce référentiel, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que le professionnel de santé doit être en mesure de démontrer la conformité, c'est-à-dire qu'il est conforme au RGPD. Et être conforme au RGPD, ce n'est pas avoir un logiciel métier. C'est ça, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est peut-être pour annoncer, j'annonce peut-être effectivement le slide suivant, mais la conformité, ne croyez pas que quand on vient vous vendre un logiciel métier, Vega par exemple ou d'autres, on vous dit oui, le logiciel est conforme. Ok, le logiciel, il est sûrement conforme. Quoi qu'il faut quand même aller vérifier. On a eu des cas, peut-être que Benjamin en parlera tout à l'heure avec Doctolib et Dédalus notamment, mais il y a d'autres cas. Mais donc, il faut vérifier que le logiciel soit bien conforme. Mais attention, ça ne suffit pas. Je vais vous donner un exemple simple. Je vais prendre l'exemple de ma kiné. C'est simple. Ma kiné, ils sont trois dans un cabinet de kiné. J'ai posé la question. J'ai dit, bon, alors, la conformité RGPD, vous en êtes où, etc. Ah, il n'y a pas de problème, on est conforme, on a un logiciel. OK. Il manque tout un tas de choses, tout un tas de documents dont Benjamin fera peut-être une petite liste à l'après-vert tout à l'heure, mais il manque tout un tas de documents. Donc, la conformité n'est pas pleine et entière. Et c'est un vrai souci, puisque les professionnels libéraux de santé sont abusés, excusez-moi, c'est un terme un peu fort, mais c'est le cas, sont abusés par les professionnels métiers
d'éditeurs de logiciels, hein, les commerciaux, ils sont abusés par ces commerciaux qui viennent leur dire « Vous inquiétez pas, vous êtes RGPD compliant ». Non. Idem pour la certification Calliope. Attention, ce n'est pas une certification RGPD. Voilà, je voulais juste... Voilà. Effectivement, merci pour cette gueulante, parce que je pense que c'est important aussi de rétablir la réalité. Alors, on voudrait vraiment passer un peu de temps sur comment faire, parce que là, c'est le problème, on met le doigt sur un problème un solo, mais essayons de réfléchir peut-être pendant ces 15 minutes restantes sur ce qu'on peut faire. On a des questions encore de Kenza Amani sur la certification HDS. Alors, on propose de prendre ces questions à part pour vraiment avancer. On vous répondra, mais voilà, on a d'autres éléments comme le code de conduite. On peut passer. On peut parler du télémédecine, le sort des données après la mort, un vrai sujet. Hein. Voilà, qu'est-ce qui se passe sur mes données une fois que je suis décédé? Comment l'anticiper? Qu'est-ce que la loi propose? On peut parler aussi de la modernisation du système de santé. Énormément de cas. Donc, on a vu que c'était très présent que dans toutes les réglementations, pas que sur le sujet RGPD. Finalement, le RGPD, c'est quelque part que, on va dire, une moyenne ou une harmonisation européenne de certaines règles, pas toutes. Donc, c'est pas du tout la plus exigeante, en fait, hein, en réalité, mais c'est au moins l'avantage d'être harmonisé. Donc, quand on parle spécifiquement du RGPD pour les professions médicales en libéral, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi, selon vous, Nathalie et Benjamin, ils sont autant concernés? Alors, je vais juste prendre la parole 3 petites secondes pour rebondir un petit peu sur ce que Paul-Emmanuel vient de dire et la façon dont on va discuter un petit peu des slides qui vont venir. Le RGPD, effectivement, il n'interdit pas grand-chose, mais il demande à ce qu'on fasse bien les choses. Ça, c'est le grand principe et cette philosophie qu'il faut avoir, c'est-à-dire que chaque fois que je vais collecter, que je vais traiter de la donnée personnelle, autrement dit une donnée qui permet d'identifier une personne ou que cette personne-là soit identifiable, j'ai un certain nombre d'obligations, un certain nombre de démarches à faire pour pouvoir justifier du fait que, effectivement, je traite et je collecte correctement les données. Ça se passe bien évidemment par le fait qu'il y ait, comme le disait Nathalie, un logiciel métier qui soit RGPD compliant. Et on a bien pu voir que dans pas mal de cas, notamment Doctolib, avait eu des sanctions et des rappels à l'ordre de la part de la CNIL. Donc, pas forcément tous les logiciels métiers sont RGPD compliant, mais c'est une première étape. Deuxième étape, c'est une documentation qu'il faut mettre en place. Cette documentation-là, elle peut être mise en place, rédigée avec un accompagnement de DPO mutualisé ou un DPO, afin de pouvoir justifier à tout instant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que vous êtes bien RGPD compliant. Nathalie, je te laisse peut-être la parole sur... non, vas-y, continue. Non, j'étais en train de regarder dans le chat. Alors, entre obligation de moyens et obligation de résultat, c'est une obligation de... Normalement, c'est une obligation de résultat, puisque vous devez appliquer, donc je réponds à Adjer sur le fait que, effectivement, le RGPD étant un règlement communautaire, il s'applique immédiatement en droit français. Le droit français et donc l'application qui en est faite par la CNIL vous oblige à être RGPD compliant. Donc, c'est une obligation de résultat. Maintenant, soyons pratiques. Il y a beaucoup de choses que les GAFA peuvent faire que vous ne pouvez pas faire. Mais il n'en demeure pas moins que, par exemple, vous devez tenir à jour un registre des traitements, que le registre des traitements doit avoir des fiches de traitement, que des bonnes pratiques doivent être mises en place. Et là, je ne cite que, on va dire, les choses les plus essentielles que vous devez être capable de montrer à un membre de la CNIL si celui-ci venait en vos locaux ou qu'il vous pose des questions. Est-ce que j'ai répondu sur l'obligation de moyens résultats? En fait, ouais, je vais juste rajouter sur l'obligation de moyens et de résultats. En fait, c'est qu'est-ce que vous entendez par en matière de protection des données de santé. Oui. Vous avez plusieurs choses.
Si vous êtes en mesure de démontrer que vous avez blindé la sécurité, d'accord, tout est super sécurisé dans votre ordinateur, chez vous, etc., dans votre cabinet médical, etc. Si vous êtes en mesure de démontrer que vous avez tout fait, d'accord, que vous êtes RGPD compliant, comme vient de le dire Benjamin, et que vous avez tout fait pour que ça n'arrive pas et qu'il y a un problème qui se passe, alors vous serez dédouané. Alors, en termes de réparation financière, si tant est qu'un patient vous traîne en justice. Maintenant, il faut penser que s'il y a un problème, votre réputation va être entachée. Donc, vous aurez de toute façon subi un préjudice. Donc, l'obligation de résultat et l'obligation de moyens, à mon sens, ne sont pas applicables en fait en l'état, puisque, comme l'a dit Benjamin, c'est une obligation de résultat quand vous lisez la législation. Mais vous devez tout mettre en œuvre. Le risque zéro n'existe pas. Il faut être très clair là-dessus. Vous avez vu combien d'hôpitaux se sont fait hacker. Donc, les données partout dans la nature, la sécurité sociale aussi, enfin la CPR. Enfin, voilà, le risque zéro n'existe pas. Donc, je pense que c'est pas une bonne chose que de parler d'obligation de moyens et de résultats, en tout cas pour ce qui concerne la protection des données. Et il y a un point, je pense, important là-dessus, qui peut faire débat d'ailleurs, la nécessité de désigner un DPD ou un DPO pour les professionnels de santé en libéral. François Claus, Alors, j'ai en vu. commentaire, me Ouais. disait que ça peut être réducteur. Qu'est-ce que vous en Non. pensez? Alors, moi, je ne pense pas que ce soit réducteur. Je vais vous dire pourquoi. Effectivement, traitement à grande échelle. On n'a pas de définition sur le traitement à grande échelle. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que 500, c'est un traitement, 500 personnes, 500 patients, est-ce qu'on considère que c'est un traitement à grande échelle? 3000 patients, 100 patients, on ne sait pas. Je pense qu'il faut voir le problème autrement. Voilà, exact. Bah, vas-y, Benjamin. Non, vas-y. C'est que il faut pas oublier que je t'interromps 3 secondes, mais je vois où tu veux en venir et je ne peux être que d'accord. C'est que là, si vous me permettez l'expression, on joue avec des données qui sont sensibles. C'est-à-dire que là, on joue avec des données qui sont vraiment sensibles dans le sens commun, sensibles, parce que c'est des données de santé, mais qui sont sensibles au regard de la définition qui en est donnée par le RGPD. Là, c'est plus quelque chose, c'est pas juste un nom, un prénom. Il y a vraiment d'autres choses qui vont avec, et le croisement de données peut avoir des conséquences non négligeables sur la personne et le respect de sa vie privée. Encore une fois, c'est le croisement de données, ce que Nathalie expliquait très bien tout à l'heure. Et on peut tout à fait prendre un exemple de la vie de tous les jours avec une consultation par télémédecine qui est effectivement captée et dont les données vont être utilisées par des tiers sans l'autorisation ni du médecin ni du patient. C'est ce croisement de données sensibles qui fait que le DPO est l'interface utile pour le professionnel de santé. Voilà, j'interrompais Nathalie, je suis désolé. Excusez-moi, je lisais effectivement c'est pas une question, enfin, j'arrive pas à voir là. Ah oui, j'ai pas vu. Ouais. Effectivement, le commentaire. Alors, je propose juste les grands débats, je vous propose de les prendre à part, puisqu'on n'a plus que 7 minutes devant nous. On voudrait avancer. Il y a un sujet, c'est vrai, sur la désignation du DPO, mutualisé notamment pour les professionnels de santé. C'est une partie de la solution que nous pensons possible, parce que ce qui est certain, c'est qu'avoir un DPO lorsqu'on est médecin libéral, c'est pas un luxe. Non. C'est pas un luxe. Non. C'est pas un luxe, mais ça peut ne pas être un seul DPO à temps plein, vous voyez? Donc il y a des formules. Ce qui est certain, c'est que les DPO peuvent aider à protéger les données et les DPO externalisés aussi. Peut-être un mot sur le RGPD lui-même. C'est l'article 9 hein, qui parle de ça, qui parle des catégories particulières
des données à caractère personnel, c'est un autre mot pour données sensibles, en fait. Et il ne faut pas oublier, c'est vrai, moi je suis d'accord, quand on va voir les professions médicales en libéral, on parle souvent de maladies, de personnes vulnérables, d'adultes, d'enfants. Donc je pense que les données sensibles sont présentes. Voilà, ça c'est évident. Après, voilà, le choix du DPO mutualisé, il y a d'autres éléments, mais ce qui est important peut-être, c'est pour compléter ce webinaire, puisqu'on va devoir terminer dans 5 minutes, si on pouvait parler un petit peu du logiciel métier, Benjamin, Nathalie, est-ce que ça suffit pour satisfaire les conditions du RGPD? J'ai cru comprendre que non, mais est-ce que vous pouvez en dire un mot avant de passer vraiment finalement à la synthèse? Alors, le logiciel métier, je m'en suis expliqué tout à l'heure, hein, c'est pas suffisant. C'est bien, c'est bien d'en avoir un. Il le faut. Hein. De toute façon, aujourd'hui, tout est informatisé, donc il faut avoir un logiciel métier. Pourquoi pas Doctolib, pourquoi pas un autre ok, c'est très bien. Néanmoins, ça suffit pas. Je prends pour exemple, je reprends ma kiné hein, tout à l'heure. Dans sa salle d'attente, il n'y a pas l'affichage obligatoire concernant le responsable de traitement, qui il est, qu'est-ce qu'il fait des données, combien de temps il les conserve, etc., etc. Ces informations doivent être obligatoirement données à chaque patient. Alors, vous imaginez bien que à chaque fois qu'un kiné prend un patient, ça dure 30 minutes, il ne va pas, à chaque nouveau patient, lui expliquer le RGPD, les données, ce qu'on fait avec les données, combien de temps on les garde, etc. Ce n'est pas jouable. Il faut effectivement comprendre aussi la réalité du métier de chacun. Donc, un affichage dans la salle d'attente permet de satisfaire cette condition-là. C'est déjà un pas. Et ça, le logiciel métier ne le propose pas. Donc, il ne propose pas non plus la possibilité de répondre aux exercices des droits des patients. Alors, juste une petite parenthèse très très vite, on n'en a pas parlé, mais le RGPD remet au centre le patient, on va dire, hein, en tout cas la personne concernée, on l'appelle personne concernée, et elle lui donne des droits d'accéder aux informations que détient le responsable de traitement, droit de les faire rectifier, droit de les faire supprimer, etc. Et ces droits-là, quand ils sont exercés, il faut pouvoir y répondre. Il y a des délais qui sont des délais très importants et très courts. Et dans ces cas-là, il faut vraiment que le professionnel de santé, même si, comme j'ai lu le commentaire, effectivement, quand il exerce à titre individuel, il n'a pas besoin de DPO, il faut qu'il soit en mesure de comprendre la loi, de la mettre en œuvre, de la respecter et de prouver sa conformité. Chacun son métier. Non, mais sincèrement, voilà, c'est parce que c'est compliqué, parce que c'est pas le métier des professionnels de santé et parce qu'ils ont autre chose à faire au quotidien. Donc, il faut les aider. C'est la raison pour laquelle on propose, c'est là pour synthétiser. Effectivement, donc cet accompagnement de DPO mutualisé, moi je rajouterais un mot, c'est que quand on regarde la pratique de la médecine par le passé, on avait quand même souvent une relation hiérarchique entre le professionnel de santé, je pense au médecin en particulier, et le patient. Et c'est pas un hasard que la règle tacite veut que ça soit le patient qui attende dans la salle d'attente, que le médecin veuille bien se libérer. Le patient doit arriver un quart d'heure en avance, parce que c'est au médecin de décider quand est-ce qu'il prend le patient. Eh bien, je crois qu'on a une forme de remise en cause de cette relation hiérarchique qui est ni bien ni mal, qui est ce qu'elle est, hein, moi je ne juge pas, mais qui est difficile à faire pour les professions de santé en libéral, parce que c'est une évolution, en fait, philosophique assez importante de leur pratique, où, eh bien oui, le patient a son mot à dire. Le patient a des droits. Et ça, pour un professionnel de santé qui est concentré uniquement sur le soin, c'est parfois un peu difficile à entendre. C'est parfois perçu comme une attaque. Or, c'est pas ça du tout. C'est juste une forme de volonté de protéger les données. Et donc, il y a tout un travail, je pense, à faire de gestion du changement auprès de ces professionnels que seule une personne physique comme DPO utilisé peut faire. Je suis pas sûr
qu'un médecin soit en mesure de se transformer tout seul dans son coin, en étant dans son bureau. Donc c'est pour ça que nous, on propose ce service de DPO mutualisé. Qu'est-ce que ce DPO mutualisé peut faire concrètement pour faire une conformité relativement essentielle, sans forcément faire l'intégralité de toutes les exigences, mais aussi dans ce support, ce qu'on propose, et je vous laisserai peut-être en dire un mot avant de conclure, c'est finalement, voici tout ce qui peut être fait, mais ce qui est important à dire, c'est que les professionnels de santé en libéral, ils sont syndiqués, ils sont regroupés, ils sont jamais seuls en réalité. Et donc, si eux-mêmes ne peuvent pas se payer des DPO mutualisés externes tout seuls, ces structures, syndicats, on peut parler CTPS, les ordres, les associations, elles ont une responsabilité sur ce sujet. Et parfois, elles doivent s'emparer un peu plus, en tout cas moi c'est mon avis, elles doivent s'emparer un peu plus de ce sujet parce que clairement, on a besoin de plus de médecins, on a besoin de professionnels de santé qui fassent leur travail, mais ils ont aussi besoin de se transformer et ça, c'est leur rôle. Voilà. Et pour conclure, peut-être, je vais un peu parler, Nathalie Benjamin, mais qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Vas-y Nathalie, vas-y. Je lisais juste un peu pour essayer de voir comment je pourrais répondre à la Ouais, question. tu lis effectivement les commentaires. Voilà. Moi, je dirais la chose suivante. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est chacun son métier. On est tous conscients que le RGPD doit être appliqué par tout le monde. Donc, essayons ensemble de trouver une solution pour que ce soit le plus facile et le moins contraignant possible pour certaines catégories professionnelles. Les professionnels de santé libéraux, ils sont happés par leur quotidien qui est de soigner, en tout cas d'être présent dans le parcours de soins d'un individu. Donc, ils sont happés. Ils n'ont pas besoin d'avoir des contraintes supplémentaires. En tout cas, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à mettre en place cette conformité. Les médecins, les kinés, les professionnels de santé libéraux fonctionnent quasiment tous de la même façon, à peu près. Il est intéressant pour eux, à mon sens, de se regrouper et de se dire, voilà, sur, par exemple, le syndicat des kinés, ou ailleurs, hein, j'ai pris kiné, c'est que voilà, hein, c'est un exemple, nous avons 3000 adhérents, 3500, 4000, 5000, j'en sais rien, mais on va proposer une offre. On va proposer une offre pour que tous nos kinés adhérents, tous nos chirurgiens dentistes adhérents, tous nos psychomotriciens adhérents aient la possibilité d'être en conformité. C'est la mutualisation qui fait qu'on va avancer et qui fait qu'on aura la conformité de tous les professionnels de santé. Merci Nathalie. Benjamin, je vois qu'on a dépassé l'heure d'1 minute. Donc, je voudrais remercier toutes les participants à cette réunion. Nous allons devoir arrêter. Vous avez ici nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de poursuivre ces échanges. Il y a eu beaucoup de questions dans lesquelles on n'a pas pu répondre et je m'en excuse pour manque de temps. Donc, voilà, je voudrais encore tous et toutes vous remercier pour cette réunion. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. On voit que c'est un sujet très complet. Et donc, le mot de la fin, Nathalie, Benjamin, je vous le laisse. Il est à vous. Benjamin. Le RGPD, encore une fois, il n'interdit pas grand-chose. Il demande à ce que les choses soient bien faites. Et ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est bien évidemment ces obligations de compliance, ces obligations de sécurité, ces obligations relatives au transfert des données, ces obligations relatives à la collecte des données. Mais la compliance, c'est véritablement un outil qui vous sera nécessaire, qui vous sera bénéfique et qui est complexe à mettre en œuvre. C'est pour ça que Nathalie mettait en exergue, comme Paul Emmanuel, la facilité du DPO mutualisé. Faire bien les choses, ça peut prendre du temps et sans être véritablement une interface compétente entre la CNIL et soi-même, eh ben c'est les sanctions qui peuvent malheureusement être prononcées par la CNIL. Et on l'a vu avec des médecins
qui est des dentistes. Le premier, sauf erreur de ma part, à être sanctionné a été un dentiste qui n'a pas su répondre correctement à un droit exercé par l'un de ses patients. Ben, ça peut virer tout de suite un peu au cauchemar. Donc autant que vous vous concentriez sur votre métier, sur la santé de vos patients, sur le bien-être de vos patients, et que la compliance soit véritablement un sujet qui puisse être mis, on va dire, facilement de côté. Nathalie? Bon, je n'ai rien à rajouter. Tu as tout dit. Voilà. Parfait, merci à tous et à toutes. Merci. N'hésitez surtout pas, si vous souhaitez poursuivre ces échanges, à nous recontacter. C'est avec grand plaisir qu'on poursuivra effectivement ces discussions, ces débats. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée.